J'ai fait un rêve, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un vrai qui a donné d'ailleurs un sujet de travail avec lequel j'ai participé pour la Banque mondiale. Tout d'abord, bienvenue. Merci de me donner la parole dans le cadre de cette approche de l'OHADA. Mon nom est Alain Fénéon. Je suis avocat au barreau de Paris, aujourd'hui avocat honoraire. J'ai prêté serment il y a bien longtemps, il y a plus de 40 ans, 45 ans, et je suis avocat honoraire depuis 3-4 ans. J'ai dirigé pendant de nombreuses années, j'ai fondé et dirigé un cabinet, Fénéon, qui était un cabinet de droit des affaires, où j'ai accueilli pas mal de collaborateurs qui sont devenus pour certains associés ensuite. Et ce cabinet, depuis 1990, s'est tourné résolument, en tout cas par un département, vers le droit africain et vers les relations entre les entreprises européennes et africaines et les États africains. Et donc j'ai acquis à ce titre une sorte d'image africaine qui me poursuit toujours aujourd'hui et ce qui me convient tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, j'exerce mon activité en tant qu'honoraire, surtout une activité d'arbitrage et de médiation. Il faut bien dire que le droit d'A, c'est une fantastique aventure. Hein. C'est une formidable aventure et j'ai eu la chance d'y participer dans une vie d'avocat. C'est assez exceptionnel de participer à une aventure comme celle-là. Revenons à 1990. 90, les États africains avaient chacun leurs droits, des sociétés, souvent issues du droit français, et des droits différents. Et la chance de l'ADA était que les chefs d'État africains, sous l'impulsion du président Abdou Diouf, qui était président du Sénégal donc à l'époque, se sont rendus compte que les investisseurs étrangers leur tournaient le dos parce qu'il n'y avait pas de sécurité juridique en Afrique. On ne savait pas exactement quel texte était applicable. Est-ce que c'était les anciens textes coloniaux ou les nouveaux textes créés par les États africains à partir de leur indépendance de 1960. Ils ont eu l'intelligence de réfléchir à cette question et toujours sous l'impulsion d'Abdou Diouf de décider dans le cadre d'un traité, un traité regroupant à l'époque 15 États, mais ils sont 17 aujourd'hui, le traité de l'OHADA, de décider d'harmoniser leurs droits. Et en fait, l'harmonisation est devenue rapidement une unification du droit. C'était une entreprise qui était complexe parce que ces États étaient souverains depuis quelques années, depuis 1960 pour la plupart, et déléguer ainsi une partie de leur souveraineté dans le domaine de la législation des affaires était un effort bien sûr important. Ils ont fait cet effort et ils ont réussi à partir de 93, donc de signer ce traité et de s'engager dans cette uniformisation. Je veux dire, on n'a jamais réussi ça en Europe. Schuman doit se retourner dans sa tombe. En Europe, le droit italien reste très différent du droit anglais, du droit français, du droit allemand, et on n'a pas réussi cette unification du droit, même dans le domaine du droit des affaires en Europe. Il y a des efforts qui sont faits en ce sens, mais on n'y est toujours pas. Alors que l'Afrique, que l'on dit toujours en retard ou sous-développée, a réussi cette unification et est un exemple aujourd'hui pour le reste du monde juridique, est un exemple de simplification et d'unification du droit des affaires. Donc j'ai eu la chance, moi, en 93, de participer à ce développement. J'avais une expérience de légistique, c'est-à-dire de rédaction de textes de loi depuis quelques années. J'avais une expérience de l'Afrique et donc j'ai été choisi pour rédiger les premiers actes uniformes. Le premier acte uniforme sur le droit commercial a été rédigé dans les années 95-96, est entré en vigueur en 98 et 2000 avec le second acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales. Et j'ai ainsi été sollicité pour rédiger ou participer à la rédaction de certains actes uniformes. En 2000, j'ai de nouveau été conduit à rédiger tout seul un acte, c'était l'acte sur l'arbitrage, sur le droit de l'arbitrage, qui est entré en vigueur donc à partir de 2000 et qui constituait effectivement la première législation sur l'arbitrage sur le continent africain, Afrique francophone. Et j'ai poursuivi cette activité en travaillant sur l'acte uniforme sur les procédures collectives et puis actuellement, j'ai aussi le bonheur de travailler sur un acte uniforme. Nous avons gagné un appel d'offres avec le cabinet GBS, l'acte uniforme sur le droit international privé,
La, l'uniformisation des règles de conflit de loi, de conflit de juridiction, de circulation des jugements dans les 17 États africains. Et là encore, c'est une grande nouveauté, c'est une grande innovation. J'ai eu le bonheur d'engager ce projet avec Emmanuel Gaillard, malheureusement disparu depuis quelques mois. Mais nous continuons ce projet et nous le présentons dans les jours prochains aux commissions nationales OHADA à Abidjan, en présentant donc les grandes lignes de ce projet pour avoir leurs observations, parce que tous ces projets sont faits naturellement. Souvent je tiens la plume pour rédiger l'avant-projet, mais ensuite nous avons des réunions avec tous nos confrères africains, tous nos collègues, et on améliore ainsi ce texte jusqu'à ce qu'il soit présenté au Conseil des ministres de l'OHADA pour en faire un projet tout à fait admissible et compris et accepté par tous les professionnels en Afrique. Alors, d'une part, premier aspect, cette pratique est liée à la légistique. Donc, ces textes de l'OHADA, il a fallu aussi les faire connaître dans les États, imprégner les droits nationaux. Il y avait des ponts à créer entre le droit OHADA et le droit national. Donc, ça a été des missions et des contrats que j'ai eus souvent avec différents États au cours des 20 dernières années. Et donc là, c'est un travail purement de légistique que j'ai fait au Tchad, au Burkina Faso, au Congo, au Gabon, enfin dans différents pays africains. À côté de cela, bien évidemment, mon cabinet, nous avons traité beaucoup d'affaires contentieuses. Des affaires contentieuses, donc des litiges, des différends entre des entreprises françaises, européennes et des entreprises africaines. C'est le lot du droit des affaires que de traiter des différends entre entreprises. Et donc d'utiliser à ce titre le droit OHADA pour régler ces différends. Et là, j'ai pu voir qu'en pratique, le droit OHADA était une grande réussite. Et que les entreprises étrangères, aujourd'hui, étaient très satisfaites de ce droit OHADA. Parce que le fait aujourd'hui, pour des investisseurs, d'avoir les mêmes règles pour créer une entreprise à Dakar ou à N'Djamena ou à Libreville, les mêmes règles sur le droit commercial dans tous ces pays, les mêmes règles en matière de procédure collective dans ces différents États, c'est un plus fantastique. Et les grands groupes français, que ce soit dans le domaine portuaire comme Bolloré, ou dans le domaine des brasseries comme Castel, ou dans le domaine même du BTP, ont effectivement parfaitement compris l'intérêt de cette législation uniforme et apprécié l'intérêt de cette législation uniforme. Le chantier juridique, si je puis m'exprimer ainsi, le chantier juridique de l'OHADA est une réussite. Et aujourd'hui, cet acte uniforme sur le droit international privé va compléter cette réussite. Là où le résultat est plus contestable, ou plus contrasté plus précisément, c'est le chantier judiciaire. Chantier judiciaire parce que c'est compliqué d'enseigner l'OHADA à des juges. Il y a une école de la magistrature dont c'est la mission, mais les juges n'ont pas aussi en Afrique toujours les moyens de traiter des dossiers, et puis on a tendance toujours à jeter un peu les pierres sur les magistrats et sur les juges. En tant qu'avocat, je ne suis pas sectaire. Vous voyez. Donc là, il y a un effort à faire, et les jugements, les décisions judiciaires ne sont pas toujours dans l'attente des parties. C'est pourquoi, c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui s'est développé l'arbitrage en Afrique et la médiation. C'est maintenant ma principale activité, à la fois le développement de l'arbitrage, par l'enseignement de l'arbitrage. J'ai eu la chance d'enseigner pendant quelque temps à Sciences Po Paris ce droit OHADA, et donc notamment le droit de l'arbitrage. Le droit de l'arbitrage investissement, c'est-à-dire les relations entre les entreprises étrangères, les investisseurs étrangers et les États africains. Et puis aujourd'hui, derrière l'arbitrage, la médiation. Alors je suis sûr que vous allez me demander pourquoi la médiation. Vous savez, en 40 ans, j'ai traité beaucoup de dossiers, j'ai gagné des affaires, j'ai rendu des clients contents, très heureux. J'ai rendu des clients contents, mais qui ont trouvé que ça leur avait coûté très cher d'honoraires. J'ai aussi des gens qui m'ont rien dit, mais je me suis rendu compte que un certain nombre de dossiers auraient pu être traités par voie de médiation. Et qu'on n'aurait pas dû aller jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de procédure pour arriver à un jugement qui parfois n'est pas toujours mal exécuté.
Et cette prise de conscience, si vous voulez, m'a conduit à m'intéresser à la médiation, à travailler sur des projets d'actes uniformes sur la médiation, puisque maintenant il y a depuis mars 2018 un acte uniforme sur la médiation, et à essayer de développer ce mode de règlement des litiges, notamment dans les relations entre États africains et investisseurs. C'est-à-dire convaincre les uns et les autres qu'il vaut mieux, plutôt que de s'engager dans une procédure arbitrale, d'essayer de trouver un accord de médiation. Aujourd'hui, j'ai été entendu notamment par le CIRDI qui a mis en place ces derniers mois un règlement de médiation qui va entrer en vigueur en juin prochain. Et donc, ça veut dire que je pense que je suis sur la bonne voie et que nous sommes sur la bonne voie en essayant de développer ce mode alternatif de règlement des litiges. Et mon actualité est le nouvel acte uniforme sur le droit international privé, enfin, cet avant-projet d'acte uniforme sur le droit international privé. C'est un projet que, très curieusement, j'ai retrouvé une lettre datant de 1993 où j'attirais l'attention donc des fondateurs de l'OHADA sur l'importance qu'il y aurait de traiter de la circulation des jugements à l'intérieur de l'espace OHADA, à savoir que avoir un droit uniforme, c'est bien, avoir des juges qui vont traiter à partir du même texte, indifférent qu'ils se jugent soit à Abidjan ou à Dakar, c'est bien, mais si ensuite le jugement qui va être rendu ne peut pas être reconnu dans un autre état de l'espace OHADA, c'est moins bien. Donc on avait déjà envisagé cela il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le secrétariat permanent de l'OHADA a engagé ses travaux sur l'acte uniforme OHADA, a lancé un appel d'offres, et je travaille donc avec le cabinet GBS, qui est donc le cabinet d'Emmanuel Gaillard, sur le sujet. Et le professeur Louis Davout, qui est un professeur de droit international privé à Paris. L'intérêt de ce projet est le suivant. Vous pouvez avoir dans un litige, dans un contrat, la désignation d'une loi applicable. Hein, c'est ce qu'on appelle la détermination du droit applicable. Le contrat peut aussi ne pas le dire, ne pas le préciser. Aujourd'hui, beaucoup d'opérations commerciales se font par des échanges de courriels, se font par Internet, et sans que les parties rédigent forcément un contrat. Or, en cas de différend, on va se poser la question, quel est le droit applicable à ce différend ? Est-ce le droit OHADA? Est-ce un droit tiers si, par exemple, nous avons un litige entre une entreprise française et une entreprise ivoirienne? Quel droit va-t-on appliquer, le droit français ou le droit ivoirien? Ça peut avoir des conséquences importantes sur l'issue du litige. Donc là, cet acte vise à traiter de toutes les situations, de tous les types de différends qui peuvent intervenir et à déterminer la loi applicable à ce différend et donc par même la solution finale qui sera choisie. Je prends un autre exemple, c'est celui des cessions de créances qui sont courantes en matière bancaire. Une entreprise ivoirienne fait appel à un concours bancaire, la banque va céder sa créance, une banque qui peut être une banque allemande va céder sa créance demain, ou une banque, prenons une banque de l'espace OHADA qui va céder sa créance à une banque allemande. Là aussi, quelle va être la loi applicable à cette cession si on doit l'exécuter? Le deuxième partie de cet acte uniforme traite des conflits de juridiction et de la circulation des jugements. Un conflit de juridiction, là encore, quel va être le tribunal compétent? Est-ce le tribunal d'espace OHADA? Est-ce un tribunal étranger? Et à l'intérieur de l'espace OHADA, quel sera le tribunal compétent? Vous avez une opération commerciale entre une entreprise gabonaise et une entreprise du Cameroun. Va-t-on aller en cas de litige devant les tribunaux gabonais, devant les tribunaux camerounais? C'est un vrai sujet quand on sait que souvent un tribunal a tendance à protéger son national. Donc les Gabonais ne vont pas forcément aller devant les tribunaux camerounais et inversement. Donc c'est un choix qui se fait par les parties au moment du contrat, mais si le choix ne se fait pas, il y a des règles, ce sont celles que nous mettons en place qui vont déterminer ce choix. Et puis ce volet de la circulation des jugements que j'ai déjà évoqué. Un jugement est rendu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comment l'exécuter au Sénégal ou au Gabon, si on doit l'exécuter dans ces pays, et comment le rendre donc exécutoire dans un autre pays. Voilà, c'est toutes ces problématiques que nous traitons au travers de cet acte uniforme qui va faire à peu près 200 articles et dont l'avant-projet va être présenté la semaine prochaine
aux commissions nationales de l'OHADA, puisque ce sont elles avec ces commissions que nous allons discuter les détails de cet acte. Alors, c'est une bonne question, mais surtout pas. Surtout pas, parce qu'il y a des imperfections dans le règlement européen. Non, nous avons fait une approche d'abord de notre méthodologie de travail est la suivante. Nous faisons un état des lieux, dans un premier temps, de tous les droits applicables dans les États. Donc, nous avons examiné les différents textes applicables. Il y en a quelques-uns, la jurisprudence de ces États, les différents qui sont posés dans tous ces États, ce qu'on appelle un inventaire du droit. Cet état des lieux fait, nous avons fait un deuxième état des lieux des meilleurs textes dans le monde, des meilleures pratiques dans le monde. Et aujourd'hui, beaucoup d'États ont des textes, ont des lois sur le droit international privé. Par exemple, dans l'espace des Caraïbes, un projet dit OHADAC, donc Organisation d'harmonisation du droit des Caraïbes, soutenu aussi par la Fondation du droit continental et la Fondation et l'association porteuse de l'OHADA. Ce projet a également élaboré un acte uniforme sur le droit international privé, qui est de grande qualité. Et puis, si vous regardez dans les derniers textes, par exemple, Monaco a publié un acte il y a 2-3 ans, qui est aussi de qualité. Donc, nous avons regardé un petit peu ce qui se passait dans tous ces États. Et puis, nous avons, à partir de là, essayé de trouver les meilleures pratiques et les meilleurs choix pour l'Afrique, à partir de ces différents. Mais on n'a surtout pas cherché à copier un acte européen ou des conventions européennes qui, certaines sont de qualité, dans d'autres, il y a des difficultés d'application aujourd'hui, on s'en rend bien compte, et ce ne serait pas un bon service à rendre à l'Afrique que de copier ces actes. Bien sûr, c'est une bonne question, parce que dans le cadre de l'acte uniforme OHADA, nous avons effectivement plusieurs articles consacrés à l'exéquatur, et à partir des articles 28, je crois, ou 29 à 34 qui sont consacrés à l'exéquatur, et nous essayons d'unifier là aussi les régimes d'exéquatur entre l'exéquatur des jugements et l'exéquatur des sentences arbitrales. Donc, le texte sur la partie sur l'exéquatur tient compte de ce qui s'est fait, de même que il y a dans l'acte uniforme sur les procédures collectives, nous avions, et j'avais beaucoup travaillé sur ce sujet, mis en place des dispositions, il existe des dispositions sur l'exéquatur des décisions étrangères en Afrique. Imaginons par exemple une liquidation judiciaire d'une société française qui a des filières en Afrique ou qui a des établissements en Afrique, ou l'inverse, une entreprise africaine qui a des établissements en Europe. Jusqu'alors, il y avait une grande difficulté pour les syndics français, par exemple, pour pouvoir appréhender les actifs africains de ces entreprises, parce qu'il fallait recommencer à zéro la procédure en Afrique. Grâce à ces dispositions, les jugements français de redressement judiciaire ou de liquidation sont reconnus maintenant dans les États de l'espace OHADA. C'est un formalisme très simple, un peu comme la Convention de Bruxelles. Il suffit de produire la copie du jugement, la copie exécutoire du jugement. Et à l'inverse, même chose, les décisions africaines peuvent être ainsi reconnues en Europe. Ce qui évite beaucoup de litiges, de différends, de déperditions, de risques de fraude que cette exéquature facilitée, simplifiée de ces décisions. L'avenir de l'OHADA, l'OHADA est un exemple aujourd'hui pour beaucoup de pays étrangers, pour beaucoup de régions étrangères. Je n'imagine pas, mais là c'est un avis tout à fait personnel, que des États anglophones d'Afrique se joignent à l'OHADA. Je crois plutôt que l'OHADA constitue un exemple pour les États d'Afrique anglophone, et que ceux-ci ont le désir aussi aujourd'hui de créer une OHADA anglophone, réunissant ainsi les pays anglophones d'Afrique. Ça aurait parfaitement du sens. Quid des pays lusophones comme l'Angola, le Mozambique, rejoindront-ils un jour l'OHADA ou le Burundi ou le Rwanda? Des discussions sont en cours. Mais je dois vous dire que, là encore, l'avenir de l'OHADA, c'est le succès qu'a eu l'OHADA et qu'aura l'OHADA auprès des entreprises. On voit par exemple aujourd'hui beaucoup d'investissements marocains ou d'Afrique du Nord en Afrique subsaharienne. Et je veux dire que le Maroc est tout à fait ravi d'avoir un espace d'investissement avec des textes uniques. Et aujourd'hui, des juristes marocains se forment au droit OHADA compte tenu de l'intérêt que ça présente pour leurs entreprises. Donc l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir des investissements. Et puis,
il y a un dernier sujet, c'est la formation en Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts pour la formation des avocats, des magistrats au droit WADA. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait dans un pays d'Afrique un séminaire, un atelier consacré au droit WADA. Je le vois au travers des publications qui en font état, notamment du site oada.com qui annonce tous ces événements. Ce qui veut dire que l'Afrique s'est dynamisée, chose que nous ne connaissions pas du tout avant l'existence des actes uniformes. C'était vraiment pas un sujet que cette formation des juristes en Afrique. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet et il est bien traité. Les universités africaines connaissent un grand succès, peut-être trop de succès, parce que trop d'étudiants peut-être aujourd'hui en droit dans ces universités, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup de jeunes universitaires africains qui enseignent très bien le droit WADA. Oui, complètement, et à la satisfaction des entreprises. Les entreprises, d'ailleurs, ont eu leur mot à dire dans la rédaction des textes. On les consulte aussi. Il y a en France une association qui s'appelle le CIAN, le Conseil pour les investisseurs en Afrique, qui regroupe près de 200 entreprises françaises travaillant en Afrique. Et le CIAN a été consulté à tous les niveaux des actes uniformes, a fait des apports de propositions pour la rédaction de ces actes uniformes. Il faut bien voir que l'acte uniforme, même s'il faut un rédacteur au départ, ce qui était mon cas, derrière il y a des ajouts, des apports qui sont faits des juristes, des praticiens africains, des entreprises, des associations, des universitaires, et que l'acte uniforme les actes uniformes tels qu'ils existent aujourd'hui sont le fruit de ce travail initial et de tous ces apports complémentaires. Oui, tout à fait. Vous avez raison de poser la question. Bon, il y a beaucoup de juridictions. Et là aussi, j'ai fait un rêve, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un vrai qui a donné d'ailleurs un sujet de travail avec lequel j'ai participé pour la Banque mondiale. L'idée serait, pour faciliter à la fois la connaissance de cette jurisprudence, mais aussi le travail des tribunaux, de créer un véritable OHADA judiciaire. Il y a un OHADA juridique, donc, mais de faire un OHADA judiciaire, avec donc complètement modifier la carte judiciaire de l'OHADA. Vous êtes ici dans le 7e arrondissement et nous avons un maire, une dame, Mme Rachida Dati, qui est spécialisée, qui a fait de grandes choses dans la géographie judiciaire de la France. Et là, il s'agirait de créer un ou deux tribunaux OHADA par État, un premier degré de juridiction, une cour d'appel OHADA pour chaque État, et naturellement, nous avons la cour commune de justice et d'arbitrage en troisième degré de juridiction. Ces premiers tribunaux OHADA, qui seraient des tribunaux de commerce en quelque sorte, il en existe déjà, le tribunal de commerce d'Abidjan est une grande réussite. Ces tribunaux commerciaux OHADA ne traiteraient que d'affaires OHADA et seraient composés de magistrats choisis non pas par les États, mais choisis sur concours naturellement de droit OHADA, et les 50 meilleurs étudiants réussissant ce concours devenant des magistrats OHADA, ou magistrats qui sont peut-être déjà, qui étaient déjà peut-être magistrats dans leur pays, mais qui passeraient ce concours pour devenir juge OHADA. Ensuite, et qui siégeraient dans tous les États de l'espace OHADA, sauf leur État d'origine. Car là aussi, c'est une problématique que nous avons un peu, c'est les pressions qui sont faites sur les juges aujourd'hui. Les juges, parfois, jugent pas trop bien parce qu'ils subissent beaucoup de pressions, des pressions administratives, pressions locales de leur groupe ethnique, des pressions financières aussi, malheureusement. Et donc, là, l'idée est de permettre à ces juges de juger en toute indépendance et en toute liberté, et d'avoir des juges parfaitement compétents et formés. Les meilleurs de ces juges de première instance devenant ensuite juges d'appel et à la fin juges à la CCJA, en fonction justement de leurs compétences. Et là, on aurait un monde clos, un espace judiciaire OHADA, comme il explique aujourd'hui, un espace juridique, avec des juges parfaitement formés, indépendants, et de ce fait de meilleure qualité, je pense, qui pourraient rendre des décisions de meilleure qualité. Et on pourrait à ce moment-là, effectivement, pour revenir à votre question, facilement faire circuler la jurisprudence.
car aujourd'hui, il est très difficile pour un juge de Bamenda au Cameroun de connaître les décisions du juge de Libreville ou du juge de Saint-Louis. Au Sénégal, rien ne permet d'avoir cette connaissance des décisions de ses confrères qui pourtant rendent des décisions sur le même droit que lui. En France, un juge de Saint-Étienne a connaissance des décisions rendues par le juge de Dunkerque et il sait que si c'est sur le même problème qu'il aurait posé, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Donc là, cette unification, cette OHADA judiciaire permettrait plus facilement de faire circuler les jugements, de la connaissance des jugements à l'intérieur de l'espace OHADA et de mieux former les juges. Et vous savez, c'est une difficulté. Alors on essaye d'y pallier avec certains sites internet. D'abord, aujourd'hui, la CCJA a un site internet d'accès à ces décisions qui est bien fait. Il y a aussi des revues comme le Recueil Penant, que j'ai l'honneur de diriger depuis un certain nombre d'années, qui publie là plutôt des articles de doctrine, mais là aussi c'est important, la doctrine, c'est-à-dire l'opinion des praticiens et des juristes. Et je reçois ainsi beaucoup d'articles qui sont publiés à l'intérieur dans le Penant, essentiellement sur le droit. Voilà.